Il est 22 h, bonsoir et bienvenue donc à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a présidé les travaux du Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Et concernant le climat, 2 semaines d'action, coup de poing dans le monde. Bonsoir à tous. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui au palais de Bord-de-Mer la 16e séance du Conseil des ministres. 5 questions ont été examinées et approuvées durant cette séance. Écoutons pour plus de précision le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 8 octobre 2019. Étaient inscrits à l'ordre du jour 5 questions, 2 projets de décret et 3 projets d'arrêté. La première question est relative à un projet de décret portant création d'un dispositif de suivi-évaluation des politiques publiques prioritaires à la primature. Afin de garantir une meilleure implication dans l'atteinte des objectifs, le gouvernement a jugé nécessaire de donner une plus forte impulsion aux politiques publiques permettant une exécution diligente des réformes, des projets et des programmes prioritaires tenant compte des impératifs de résultats et des exigences en matière de reddition des comptes. Pour ce faire, à la demande expresse du président de la République, il a été jugé indispensable de mettre en place un cadre harmonisé pour le suivi et évaluation de la performance des politiques publiques. Ce cadre doit servir d'instrument pour asseoir une meilleure coordination des mécanismes et dispositifs de suivi, évaluation et de partage des résultats aux fins d'apporter les corrections et les ajustements nécessaires. Ce cadre doit faciliter également une bonne articulation entre les objectifs sectoriels et les orientations générales de la SCAP. Il s'agit à travers ce cadre de contribuer à la consolidation de la gestion axée sur les résultats dans l'administration publique à travers la recherche d'une meilleure adéquation des moyens juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre pour atteindre des objectifs politiques assignés et produire les effets attendus dans les meilleurs délais. La deuxième question est relative à un projet de décret portant sur les nouveaux tarifs du réseau 4G. Dans un monde en perpétuel mouvement, les TIC se veulent aujourd'hui les outils incontournables à usage quotidien pour vivre dans la société de nos jours. L'accès au réseau Internet devient dès lors une nécessité. À Djibouti, la réduction de la fracture numérique et la démocratisation des moyens des télécommunications figurent parmi les priorités du gouvernement et de l'opérateur national qui est donc Djibouti Telecom. À travers la 4G, lancée en 2016, l'entreprise a voulu doter la population de services télécoms de qualité similaires à ceux des pays développés. Le présent projet de décret vient apporter une amélioration de la fourniture des offres de services Internet en proposant des offres inédites de la 4G+. Une nouvelle approche de consommation est prévue, notamment l'achat de plusieurs offres en parallèle sans risque de supprimer le solde précédent acheté dans un package prépayé. Les réductions de prix des packages sont également offertes tant pour la téléphonie que pour Internet, et ce pour maximiser l'accès au réseau à toute la population djiboutienne et ainsi permettre aux Djiboutiens de tirer de tous les avantages des technologies, de l'information et de la communication. Parmi les nouvelles offres, on compte un nouveau package Internet Express Plus avec une réduction du prix par mégaoctet, un package Gold avec une nouvelle tarification de la carte prépayée de 1 000 francs, la revue des allocations des SMS, mais également l'offre des bonus pour les appels, la réduction des prix pour les offres réservées aux entreprises, l'ajout d'une offre spéciale connexion pour les réseaux sociaux. Et le Conseil s'est également penché sur les projets accordant dérogation à la durée légale du travail des salariés et les modalités d'exécution et les conditions d'aménagement du repos hebdomadaire. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. Et donc la troisième question concerne un projet d'arrêté portant attribution de 2 parcelles de terrain sises à Balbala sur la route nationale. La première parcelle d'une superficie de 23 000 m², la deuxième parcelle d'une superficie de 20 000
295 mètres carrés sont attribués à l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connue sous l'acronyme AROLOS, à titre onéreux à raison de 1 500 francs djibouti par mètre carré. La quatrième question concerne un projet d'arrêté accordant dérogation à la durée légale du travail aux salariés. Ce projet d'arrêté soumis à l'approbation du Conseil fixe les modalités d'exécution et les conditions d'aménagement du repos hebdomadaire prévues à l'article 97 du Code du travail, applicable à l'ensemble des salariés. Le repos hebdomadaire fait partie des droits du travailleur. Le repos hebdomadaire est une disposition obligatoire pour tout salarié. Il doit être d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 6 jours de travail et en principe le vendredi ou un autre jour de la semaine. Il se cumule avec le repos journalier consécutif de 12 heures, ce qui représente dans les faits un repos d'au moins 36 heures. Le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire est susceptible d'engendrer des pénalités pour l'entreprise contrevenante. Cependant, les dérogations au repos du vendredi sont possibles. Il est à noter que dans les entreprises et établissements dont l'ensemble des salariés ne bénéficient pas de repos hebdomadaire toute la journée du vendredi, l'employeur est tenu d'afficher lisiblement les jours et heures de repos de ses salariés. Toute modification doit par ailleurs être retranscrite sur un registre spécial mentionnant les noms, jours et fractions de journée choisis pour le repos. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté qui a pour objet de fixer le régime des dérogations à la durée légale de travail, conformément aux dispositions de l'article 87 du Code du travail. En principe, la durée légale du travail est de 48 heures de temps de travail par semaine. Mais des dérogations à ce principe de 48 heures peuvent toutefois exister compte tenu du volume et de la particularité des travaux accomplis par le travailleur. Des dérogations à la durée de travail peuvent être temporaires ou permanentes et les heures accomplies au-delà de 48 heures sont rémunérées comme heures supplémentaires. En fin de séance, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont présenté leurs condoléances au président de la République suite au décès de son frère, M. Saad Omar Guelleh, qu'Allah l'accueille en son paradis. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et concernant le projet de décret portant sur les nouveaux tarifs du réseau 4G abordé lors de la 16e séance du Conseil des ministres ce matin, le directeur commercial de Djibouti Telecom a fourni de plus amples précisions et est revenu sur les nouveaux tarifs du réseau 4G et le but de l'adoption de ce projet et sa mise en œuvre. On l'écoute. Portant sur les nouveaux tarifs de 4G+, dont le contenu était travaillé par Djibouti Telecom en collaboration avec le ministère des Télécommunications, vise à répondre par rapport donc, aux besoins manifestés par notre clientèle, qui est de baisser les tarifs. Nous avons bien accueilli cela et c'est en réponse exacte à ces doléances-là. Alors, lorsque je dis ces doléances, nous les avons eues dans le cadre d'études que nous avons menées en partenariat avec la Direction nationale de la statistique, qui est en charge donc, des enquêtes au niveau national, mais également dans le cadre des collectes des réclamations que nous avons quotidiennement de notre clientèle. Et ce n'est pas quelque chose qui est formulé par les vœux de Djibouti Telecom, c'est quelque chose qui est fondé sur les besoins réels et manifestes de notre clientèle. Lors du lancement de la 4G+, donc la Direction générale de Djibouti Telecom avait promis d'adapter au plus vite ces tarifs en fonction de l'évolution de la technologie, des systèmes d'information, mais également des besoins de la clientèle. Aujourd'hui, ça voudrait dire que nous sommes prêts de notre côté techniquement et d'un point de vue système d'information pour pouvoir appliquer un changement tarifaire. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un changement tarifaire, mais il s'agit aussi d'une refonte de la méthode de vente des forfaits 4G+. Et ça, nous l'expliquerons plus en détail dans le cadre de nos communications à venir qui débuteront à partir du 20 octobre. Et dans lequel nous allons expliquer dans les détails quels sont les changements importants qui sont véhiculés dans le cadre de cette nouvelle proposition tarifaire. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur, comme le stipule donc le décret, à partir du 1er décembre. L'échéance nous séparant de là va être utilisée pour la communication. C'est-à-dire que
nous allons utiliser donc les 40 jours restants pour pouvoir communiquer, informer sur l'ensemble de la République de manière à ce que tous les clients puissent comprendre quels sont les fondements de ce nouveau tarif. Et qu'est-ce que ça change au quotidien par rapport à leur usage, par rapport à leur consommation, par rapport donc aux relations qu'ils ont avec Djibouti Telecom. Toujours en nouvelle nationale, Djibouti déplore la mort d'un de ses plus brillants hauts responsables publics, en l'occurrence le directeur général du port et frère cadet du président de la République, Feu Saad Oumar Guelleh. Décédé hier lundi en début de soirée, la triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, enclenchant un effroi collectif et un immense sentiment de grande perte nationale. C'est que, paix à son âme, Saad Oumar Guelleh renvoyé à l'image de pièces maîtresses et de maillons incontournables à la conduite et à la gestion d'une de nos structures phare de développement, notamment le port. Il devait l'estime qu'il suscitait auprès de ses collaborateurs, au dévouement professionnel qui le caractérisait et aux nombreuses compétences qu'il avait acquises au cours de sa longue carrière. Autodidacte, féru d'apprentissage, il ne comptait jamais les sacrifices à faire en vue d'acquérir toutes les connaissances indispensables à la maîtrise des travaux liés à son domaine de fonction. C'est pourquoi, en self-made man extroverti, il partit jusqu'en mer du Nord pour apprendre les métiers du port et qu'il accepta volontiers de grimper un à un avec transparence et mérite tous les échelons administratifs du port jusqu'au titre le plus élevé de directeur général. Au-delà, Feu Saad Oumar Guelleh était loin d'être connu seulement sous le prisme du port de Djibouti. Il était effectivement estimé aussi pour sa générosité, son accessibilité et son sens aigu à déchoir une égale considération et respect à tous ses compatriotes qui l'approchaient. Décédé hier à Paris où il percevait depuis quelques mois un traitement, Feu Saad Oumar Guelleh a rendu son dernier souffle à l'âge de 69 ans au terme d'une vie remplie tant sur le plan familial, professionnel que relationnel. Il laisse derrière lui 2 veuves et de nombreux enfants. Sa dépouille est prévue d'arriver jeudi prochain où, conformément à notre sainte religion, elle fera l'objet d'une prière funèbre avant une cérémonie d'enterrement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et suite donc à l'annonce du décès de Feu Saad Oumar Guelleh, frère de notre président Ismaël Omar Guelleh, survenu hier à Paris, de nombreux messages de condoléances continuent d'affluer à la rédaction centrale de la RTD. La nation djiboutienne et la communauté portuaire ont perdu hier un homme exceptionnel d'une grande valeur. En effet, Feu Saad Oumar Guelleh a œuvré durant 40 ans au développement des infrastructures portuaires de notre pays. En apprenant ces douloureuses disparitions, le Premier ministre Abdelkader Kamil, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed ont adressé leurs condoléances au président de la République, à la famille et aux proches du défunt. Et dans la série des messages de condoléances, le secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawalé, a adressé un message de condoléances au nom du comité exécutif des militants du RPP et en son nom propre au président de la République. En effet, le RPP a perdu un de ses plus fervents militants. L'ancien Premier ministre de l'État, Mohamed Dileta, a adressé également ses sincères condoléances aux amis et aux proches du défunt, le ministre à la présidence chargé des investissements, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, le ministre de l'Équipement et des Transports, les ministres du Travail et de la Santé, le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, le ministre du Budget et celui de l'Énergie, ainsi que le secrétaire d'État à la décentralisation, partageant tous la douleur de la famille éprouvée de Feu Saad Oumar Guelleh, adressent leurs condoléances au président de la République, à sa famille et proches et à toute la communauté portuaire. Le sultan de Gobaad Habib Boko et le vizir du sultanat de Tadjoura Ahmed Chehem adressent aussi des condoléances au président de la République. Le médiateur de la République Kassim Issar, le chef de cabinet de la présidence Mohamed Abdelkader et le directeur général de la NPH Douale Saïd et le directeur secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement Mahboub Mouallim, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne, au Japon, en Russie, au Koweït, à Bruxelles et en Arabie Saoudite, les établissements Ousmane Saad, l'établissement Abou Ahmed, le PDG de la pharmacie de l'océan Indien, adressent tous leurs condoléances les plus attristées au président de la République et à la famille du défunt Saad Oumar Guelleh. Et dans la série des condoléances également, le colonel Mohamed Jama Douale, commandant de la garde républicaine, et le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, adressent également des condoléances
à la famille et aux proches du défunt. Le groupe Sahara Global Investment et l'école ISA adressent également des condoléances similaires à la famille du défunt. Et enfin, la direction générale et l'ensemble du personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti s'associent à la douleur de la famille de feu Saad Omar Guelleh et adressent leurs condoléances au président de la République, à sa famille et ses proches, tous prient le Tout-Puissant et miséricordieux d'accueillir le défunt Saad Omar Guelleh dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de l'extension du programme national de solidarité famille rurale, communément appelé programme intégré de transfert monétaire et renforcement du capital humain, une importante réunion de travail et d'échange d'informations s'est tenue hier dans les locaux du ministère des Affaires sociales. Compte tenu de l'impact positif du PNSF sur les conditions de vie des ménages vulnérables, le gouvernement a mobilisé des fonds supplémentaires auprès des bailleurs pour couvrir l'ensemble des ménages en situation d'extrême pauvreté, d'où l'extension du PNSF qui vise à couvrir 5000 ménages pauvres supplémentaires donc des régions de l'intérieur avec l'appui de la Banque mondiale. Et pour l'identification donc et le ciblage des potentiels bénéficiaires, il a été indispensable de réaliser des opérations de descente sur le terrain par région. Les équipes étaient constituées des cadres du ministère des Affaires sociales et de Solidarité et du secrétariat d'État à la décentralisation et en outre donc, mais aussi de l'agence djiboutienne du développement social ainsi que la DIZ et de nombreux cartographes. Et dans son intervention, le ministre de la décentralisation, Hamoud Mohamed Aramis, a rappelé que ce programme demande beaucoup de patience, également beaucoup d'assiduité. On l'écoute. Comme Madame la ministre a bien l'a cité ici, ce travail en soi, c'est un travail colossal. Et quand tu as affaire avec une communauté, avec la population, avec la communauté rurale, vraiment c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup d'assiduité. Et tu as affaire un peu à des comportements humains, culturels, sociologiques. Donc, nous préférons un peu d'associer notre commentaire et donner un peu notre avis les moments dont les techniciens vont un petit peu nous relater leur première restitution. Et je vous remercie tous. Ça part la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mona Ousmane Aden, a réaffirmé la volonté du gouvernement à faire du PNSF la pierre angulaire d'un système de protection sociale adapté aux besoins des communautés vulnérables du pays. De la Banque mondiale, financé par la Banque mondiale et exécuté en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation, nous donne l'opportunité de pouvoir étendre les ménages qui vont être ciblés et qui vont bénéficier de ces transferts monétaires, surtout dans les régions de l'intérieur. Le travail qui a été effectué aujourd'hui est un travail de ciblage pour identifier les villages, pour identifier également les possibilités de faire des regroupements, mais également pour nous permettre d'organiser la communauté, parce qu'il y aura un travail très colossal et très structuré à organiser avec cette communauté. Donc j'exhorte vraiment l'ensemble des équipes des deux départements de pouvoir continuer à travailler de façon concertée et rigoureuse pour que ce programme soit mis en exécution de façon correcte et qui respecte les engagements que Djibouti a pris pour la bonne réalisation de ce projet. Et au passage, je remercie vraiment la Banque mondiale d'avoir cru en ce programme national et de soutenir le pays pour pouvoir élargir ses capacités à renforcer le capital humain, notamment à travers un programme de telle envergure. Également dans l'actualité, le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed, a clôturé aujourd'hui les travaux d'un séminaire sur les compétences de base à l'employabilité et à l'entrepreneuriat qui s'est déroulé durant 3 jours à l'INAP. Cette formation destinée à une trentaine de participants consistait à renforcer les capacités des personnels, des institutions et de services d'appui à l'entrepreneuriat. Ce séminaire a été organisé par le ministère du Travail en partenariat avec le Centre de recherche et statistiques économiques et sociales, le CESRIC, de l'Organisation de la coopération islamique basée à Ankara en Turquie. Il a été animé par une experte tunisienne du CESRIC. Cette cérémonie de clôture s'est achevée donc par la remise des certificats aux participants. Et un accompagnement pour la réussite de vos projets.
Des structures d'accompagnement existent pour accueillir les jeunes porteurs d'idées, des incubateurs comme le CLÉ, l'espace entrepreneurial à l'ANUFIP. Il vous faut vous former pour acquérir des compétences et être capable de travailler à son compte. Je vous souhaite succès dans le projet que vous voulez entreprendre. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a organisé ce matin un atelier de concertation sur le cadre de mise en œuvre des conventions de Rio à Djibouti, à l'hôtel Sheraton. Cet atelier qui avait pour objectif de discuter et d'échanger avec tous les représentants présents venus des différents ministères et institutions du pays sur les 3 conventions de Rio, qui sont la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la désertification et la Convention cadre sur les changements climatiques, afin de mieux faire face aux divers défis environnementaux et améliorer ainsi les efforts pour mettre en œuvre les obligations de ces conventions dans le pays. Et dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dine Abdallah Omar, a rappelé l'importance du lancement de ces travaux. En juin 1992, à Rio de Janeiro au Brésil, la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, plus connu sous le nom de Sommet de la Terre, a marqué un tournant décisif dans la prise en compte des enjeux environnementaux au niveau international. 3 conventions majeures ont en effet été adoptées. La Convention sur la diversité biologique, la Convention de lutte contre la désertification et surtout la Convention de lutte contre le changement climatique. Pour faire face aux défis environnementaux, à savoir la lutte contre le changement climatique et la désertification, ainsi que la protection de la biodiversité. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales mondiales » et a pour objectif principal de discuter de la place de ces 3 conventions dans le paysage politique et institutionnel de notre pays et d'échanger sur leur mise en œuvre. À l'instar des nations du monde, la République de Djibouti a ratifié ces 3 conventions dans les années 90 et s'est engagée depuis à prendre ses responsabilités pour assurer un avenir meilleur aux Djiboutiens. Plusieurs engagements et changements décisifs pour notre environnement à tous ont déjà été réalisés par notre pays. La République de Djibouti a réalisé ainsi plusieurs documents de référence, dont les plus importants sont la stratégie sur le changement climatique, la stratégie sur la biodiversité, et le plan d'action national de lutte contre la désertification, pour n'en citer que cela. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a reçu dimanche une délégation de l'EASF, la force en attente de la région Afrique orientale chargée de la promotion de la paix et de la sécurité. Cette délégation, conduite par son directeur, le docteur Abdullahi Omar Bouh, a été composée du chef d'état-major interarmé, le général de brigade Charles Roudakubana, et de la chef de la composante police de l'EASF, la commissaire adjointe Dina Kissimir. L'objectif de cette visite à Djibouti étant d'évaluer in situ les installations et les infrastructures de la gendarmerie nationale dans la perspective de l'organisation à Djibouti de sessions de formation au profit de 3 composantes de l'EASF. À cet effet, la délégation s'est rendue au centre d'instruction Cheikh Moussa, qui abrite les organismes de formation de la gendarmerie nationale que sont l'école de formation de la gendarmerie nationale et l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Accueillis sur les lieux par les officiers supérieurs du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur de l'EASF et sa suite ont bénéficié d'une visite guidée pour découvrir les infrastructures et installations dédiées à la formation et à l'entraînement du personnel de l'institution. Et la délégation a été ensuite reçue par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan. Au cours de ces échanges, le directeur de l'EASF a rappelé que le rôle et les missions de l'organisation qu'il dirige et fait part de sa satisfaction et celle de ses accompagnateurs quant aux conditions dans lesquelles a été organisée et conduite la visite. Il a enfin félicité le chef d'état-major pour le travail colossal qu'il a réalisé afin de doter l'institution qu'il commande d'infrastructures et d'installations de formation et d'entraînement conformes aux standards et normes en vigueur en la matière.
Sport à présent, la Fédération djiboutienne de football a abrité ce matin la cérémonie de présentation des nouveaux maillots de l'équipe nationale dans la salle de conférence du Centre technique national. Cet événement s'est déroulé en présence du président de la Fédération, Suleiman Hassan Ouaberi, et des responsables et cadres de la Fédération. Cette cérémonie a été marquée par l'observation d'une minute de silence à la mémoire du défunt Saad Omar Guelleh qui nous a quittés hier à Paris. Cet événement a été aussi l'occasion de présenter le nouveau maillot de l'équipe nationale. AB Sport est la marque du nouvel équipementier, rappelant que le requin de Djibouti rencontreront l'équipe nationale de la Gambie demain au stade Gouled dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroulera au Cameroun. Des nouvelles couleurs, qu'on leur apporte quelque chose. Un joueur, c'est droits et devoirs. Il a des devoirs, il a des droits, et quand on s'occupe de eux, ça peut être plein de choses. Ça peut être par rapport à leur santé, mais aussi par rapport à leur morale, par rapport à leurs finances. Et là aussi, ça prouve qu'on s'intéresse à eux. Donc même si des personnes ne comprennent pas, on peut penser que ce sont des dépenses inutiles ou des choses comme ça. Non, c'est jamais inutile de s'occuper des joueurs. Là, ça prouve qu'on s'occupe et qu'en haut, on tient compte de eux et qu'on veut leur faire plaisir. Donc, ils savent très bien que c'est important. On peut s'attendre à des nouveaux maillots sur le terrain, déjà. On sera plus beau que eux, déjà, ça c'est sûr. Et ensuite, on va tout faire pour faire un plus beau football que eux. Maintenant, sur les résultats, moi, je me prononce jamais. Je parie pas. Je trouve que c'est contraire un peu au football, à ce sport qui est merveilleux et qui est imprévisible. Voilà. Maintenant, ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'on va tout donner pendant 90 minutes. Également dans l'actualité nationale, le nouveau préfet de la région d'Arta, Mohamed Cherkou Hassan, poursuit sa tournée de prise de contact avec la population. C'est ainsi qu'il s'est rendu auprès de la population vivant le long du corridor routier dans la région d'Arta. La délégation conduite par le préfet Mohamed Cherkou a débuté sa visite par le village du PK51. Après un accueil des plus chaleureux, le préfet a entendu les doléances soulevées par la population et a promis d'apporter des réponses dans les plus brefs délais, notamment concernant le problème de l'eau. La délégation a poursuivi sa visite à Omar Jaga et au Grand Bara, précisément à Kourtimalé. Le préfet Mohamed Cherkou a également visité le barrage de Kourtimalé et a également eu des rencontres de proximité avec la population locale. Après la visite vivant sur le corridor, le préfet d'Arta, Mohamed Cherkou, et sa délégation se rendront auprès des populations vivant entre PK51 et Karta. Direction d'Ikil, l'association développement social a tenu au conseil régional lundi, hier, un atelier de visibilité du projet de développement des actions aux effets des changements climatiques dans deux localités, Ereh et Dadahalou, et de la sous-préfecture de Mouloud. Le projet est financé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial qui s'est fixé comme objectif de soutenir la création de bénéfices environnementaux globaux et la sauvegarde de l'environnement mondial à travers des solutions communautaires et locales qui complètent et ajoutent de la valeur à l'action nationale et mondiale. Le projet impose également une implication de toutes les parties prenantes. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation du projet et les autorités ont rendu un vibrant hommage à l'association et ont demandé aux autres associations de postuler et répondre aux appels de proposition. Nous sommes fiers de la pratique que vous avez développé, de vos compétences, parce que ce n'est pas le premier projet que vous allez initier. Nous en sommes au second. Et ce qui est aussi à retenir, c'est que vous n'êtes pas la seule association à avoir bénéficié de ce financement, financé par le FEM. Il y en aura deux autres. Vous êtes les premiers. Je vous dis, soyez les bienvenus, soyez compétents, persévérez dans ces tâches et soyez utiles à vous-même et à la société. Un grand merci d'abord. Ce que je vous dis aussi, c'est que vous nous trouverez toujours à vos côtés. Nous vous soutiendrons dans toutes vos tâches, quels que soient vos besoins, quels que soient vos soucis, quels que soient vos tracas. Nous les partagerons avec vous et nous vous soutiendrons dans tout ça.
Et enfin, donc, actualité internationale. Nous vous le disions en titre au début de cette édition. 2 semaines d'action, coup de poing dans le monde concernant le climat. De Sydney à Londres, en passant par le Cap, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont entamé hier 2 semaines d'action, coup de poing dans le monde pour dénoncer l'inaction criminelle des gouvernements face à la crise climatique, entraînant des dizaines d'arrestations. 2 semaines après l'appel plein de colère de Greta Thunberg aux dirigeants de la planète à l'ONU, Extinction Rebellion, mouvement né en 2018 au Royaume-Uni qui prône la désobéissance civile, a promis de semer la pagaille dans les capitales du monde entier en menant des actions d'abord en Nouvelle-Zélande et en Australie, puis en Europe. À Londres, qui s'annonce comme un épicentre de la mobilisation, quelques activistes se sont enchaînés à l'aube à une remorque supportant un faux missile balistique Trident aux abords du ministère de la Défense pour exhorter le gouvernement à utiliser les fonds publics contre le changement climatique. Extinction Rebellion est né au Royaume-Uni en 2018 à l'initiative d'universitaires notamment inspirés par la stratégie de lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Il s'est étendu grâce aux réseaux sociaux et revendique aujourd'hui 500 groupes dans 72 pays. Des événements sont également prévus en Inde ou encore au Buenos Aires. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.